Azef Lawen, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Or, aujourd'hui, on va tenter de questionner l'âme humaine dans ce monde assez tourmenté avec notre savant, Hamid Selmi. Moi, je l'appelle notre savant. En plus, il est doté d'une humilité sans pareil. Alors, Hamid, ça fait de longues années qu'il aide les autres. Et sa venue ici est une forme d'aide pour nous tous. Hamid Selmi, bienvenue à l'impondérable. Merci Youssef, merci pour cette invitation par un temps ensoleillé. Donc merci à ceux qui sont venus, qui ont laissé le soleil derrière, à ceux qui viennent de très loin, comme Daniel de Norvège, à ceux qui viennent de très loin, dans leur occupation aussi, mes amis proches, lointains, mais trop proches. Donc je vous salue tous et je vais vous raconter une histoire de Jaha. D'entrée de jeu comme ça va plaire à Ben qui est là-bas et Selma. Je dis Ben parce que c'est une causerie religieuse. Hein, Ben. Donc on a invité Jaha pour venir à une causerie, faire une causerie religieuse. Tu veux me faire fuir. Ah non, mais tu verras, la réponse de Jaha va te faire rester. Donc Jaha, donc ils disent, vous savez de quoi je vais vous parler? Parce qu'en fait, Youssef ne m'a donné aucun sujet. Et ils lui disent tous non. Et il dit, si vous ne savez pas à quoi ça sert de parler à des ignorants, il s'en va. Le vendredi d'après, on les fait revenir. Il dit, vous savez de quoi je vais vous parler? Ils disent tous oui. Il dit, à quoi ça sert de parler à des savants? Et ils partent tous. On revient quand même, on ne le suit plus, il revient. Vous savez de quoi je vais vous parler? La moitié dit oui, la moitié dit non. Il dit que ceux qui savent apprennent à ceux qui ne savent pas. Alors, quel est le sens de cette, cette blague-là? Elle a plusieurs sens, certainement plusieurs niveaux, mais le niveau peut-être le plus profond, c'est que c'est comme ça que j'ai parlé avec Youssef en arrivant. Et le plus important, c'est le calme, le silence, la paix intérieure. Et après, tout peut se déployer à l'extérieur. Mais d'abord, on n'a rien à dire. Tout ce qu'on a à dire doit provenir de cette source de paix, d'amour, de joie, et d'abord de la paix. Voilà. Hamid, tout à l'heure, j'étais un peu en méditation, je me suis dit, je vais quand même oser une question avec mon ami. Alors Hamid, ce monde, il nous paraît un peu pris d'une folie inénarrable. Hein? On voit les injustices, on voit des chefs d'État qui veulent prendre des pays, qui veulent expulser des populations. Est-ce que ce monde est devenu une jungle? Ou bien est-ce qu'il a toujours été une jungle? Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont apeurés, angoissés par ce monde-là? C'est très complexe. Et on va dire d'abord, j'ai des patients qui sont venus en disant j'ai peur, il y aura la guerre, je ne sais pas quoi. Je dis donc, vous avez déjà des peurs personnelles, familiales, on va déjà les travailler. Et à partir de cela, et je dis si vous avez peur, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre peur? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Youssef disait s'il y a quelque chose à faire tout à l'heure, il dit c'est maintenant. On commence maintenant. Est-ce que tu peux faire quelque chose dans la situation où tu es, dans les conditions où tu es? Il me dit non, par rapport à ça, je ne peux rien faire. Je dis bah, c'est bon, il y a des personnes qui peuvent faire, peut-être envoyer de l'argent, peut-être faire des conférences, peut-être agir s'ils ont une place politique. Mais si celui qui ne veut pas agir sur la forme doit pouvoir agir sur le fond, c'est-à-dire de faire la paix d'abord en lui-même, dans sa famille, dans son groupe, là où il est. Tu disais tout à l'heure, là où on est, tel qu'on est. Donc la question est très vaste, mais disons que la réponse la plus courte serait celle-là. Il y a un proverbe d'ailleurs, une sorte de dicton tunisien qui dit les astres tournent et le monde change. C'est ce que disait, je crois, Itman Gileth dans un de ses chansons. On a toujours vu ça. Hein?
je sais pas comment il, dans son poème, comment il disait. Voilà. Donc au niveau de la forme, c'est des hauts et des bas. Il y a des moments de paix que nous traversons collectivement, il y a des moments de guerre, il y a des moments de chouette. Mais le plus important, c'est d'œuvrer pour cette paix de l'intérieur. Voilà, Youssef, une réponse un peu... Très bien. Alors, je vais avancer, je vais poser une autre petite question aussi. Elle est un peu en rapport avec ces angoisses plurielles, mais si on analyse un petit peu les élites qui viennent d'Afrique du Nord, qui réussissent souvent individuellement dans les pays du Nord, les pays plus développés, on va dire, mais souvent ils n'arrivent pas à construire collectivement. Je parle toujours de ces élites. Est-ce qu'il y a une cause à cela? Est-ce qu'il y a une cause profonde? Est-ce qu'il y a une cause qui vient du cheminement de chacun, ou bien de l'histoire personnelle de chacun, probablement des enfances de certains? Voilà la question. À nouveau, une question complexe et large pour ma petite œillère de thérapeute. Quand on dit les élites, nos élites, c'est des élites relativement nouvelles. Les élites anciennes, elles ont disparu. Les élites traditionnelles, elles ont disparu. Donc quand on dit élite, elles datent de combien ces élites-là? Depuis le roman de Mouloud Mamri, depuis Pharaon, depuis dis-moi ce qu'on peut appeler les élites. Donc elles sont relativement récentes. Elles se sont créées comme élites entre deux mondes, entre leur culture d'origine traditionnelle et la culture française notamment, ou éventuellement la culture savante des ulama, qui se veut universelle. Et donc il y a quelque chose de précaire chez ces élites-là. Ils ne sont pas un groupe ancien qui se reproduit, etc. Et en plus, on a une difficulté, pour revenir à mon domaine, quelqu'un qui, je veux dire, ces élites-là sont faites de personnes qui se sont engagées souvent sur une voie solitaire. Donc, ils ont essayé de se constituer en tant que citoyen universel et aussi en tant qu'individu. Nous, notre notion d'individu est différente de la notion d'individu moderne. La notion d'individu moderne est une sorte de subjectivité close, et en même temps qui est ouverte sur une universalité un peu abstraite. Tandis que l'individualité, si on peut toujours utiliser ce mot au niveau de la tradition, en fait, elle vient de l'invisible, c'est-à-dire une personne est née en Inde ou chez nous en Afrique du Nord. On consulte l'horoscope chez les hindouistes, on consulte le placenta chez les Bambara du Mali. Le guérisseur consulte le Bambara, il voit comment il est fait, et lui dit, il donne la nature de cette personne, sa nature individuelle et secrète. Qu'est-ce qu'il va faire dans le monde? Il vient d'où? Est-ce que c'est une résurrection d'un ancêtre, etc. Donc on avait une toute autre façon de créer des individus visionnaires et des personnes qui suivaient un chemin singulier. Aujourd'hui, la poussée vers la conformité est très forte, vers le conformisme, l'obéissance, comme on le voit, la soumission. Et on voit bien combien se débattent ces intellectuels qui sont des individualités, combien ils se débattent pour garder leur individualité. On est parfois en désaccord avec eux dans leur prise de position, on les voit entre les deux rives, ici et là-bas. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'ils essayent de se détacher pour se rattacher et créer quelque chose d'autre. On voit ici même, il y a des personnes qui font partie des élites. Elles ont suivi un chemin singulier, un chemin de courage. Elles ont affronté la conformité, elles sont sorties dans un sens du groupe. Vous vous rappelez qu'on disait que les deux personnes qui sont dans le monde kabyle, par exemple, qui sont devenues des vrais, pas individus au sens occidental, mais des personnes singulières, que Mouloud Mamri a étudié, c'est Sim Hamdoum Hand et Cheikh Mohamed El Hussein. Donc deux chemins différents, mais deux chemins singuliers, mais
c'était dû aussi à la guerre. Donc je ne sais pas s'il n'y avait pas la colonisation française que serait Simhandoum Hand et Cheikh Mohamed. En tous les cas, pour Simhandoum Hand, c'est la guerre elle-même, la disparition de sa famille, tout ça, qui l'a amené sur ce chemin de l'inspiration, de la poésie et de la révolte. Voilà. Très bien, Hamid. Alors, encore une autre question, dans le prolongement des deux premières. Alors, ça fait de longues années quand même que tu fais des rencontres à travers toute la France. Alors, je ne comprends pas toujours les méthodes que tu emploies, mais j'essaye, je crois avoir compris certaines clés. Et je sais que tu es utile aux gens que tu rencontres, et je dirais que tu es même utile à toute la société française. Tu vis dans une société française. Mais je suis étonné que tu ne sois pas médiatisé par les médias français. Est-ce que tu as une réponse à ce boycott, entre guillemets? Peut-être, beaucoup même de réponses. Je crois que d'abord en France, ceux qui sont sur le terrain, ils ne sont pas vus. Il faut monter un peu plus haut. Il faut œuvrer au niveau de partis politiques et être un peu là-haut pour être perçu. Moi-même, j'ai travaillé pendant 40 ans sur le terrain. Personne ne m'a vu, à part mes stagiaires et mes patients et les responsables qui m'ont aidé à créer des dispositifs dans leurs institutions, notamment à Marseille, à Toulouse, à Vérone en Italie. Mais de là-haut, ni vu ni connu. J'ai pu croiser de temps en temps des maires, des préfets, des ministres, mais bon, on se dit quelques mots et ça s'arrête là. Une fois, j'étais intervenu au ministère de la Culture, parce qu'ils ont dit il y a des populations sont là, les populations sont là, les œuvres sont là, mais comment on va rapprocher les œuvres des populations? Donc j'ai fait une conférence qui sortait de leurs normes et de leurs pensées. Et j'ai été aussi au ministère de l'Intérieur pour travailler sur le terrorisme. Et là, ils m'ont offert cette décoration chevalier de mérite national du travail, que sais-je, que je n'ai pas été chercher d'ailleurs. Et même, je pensais que c'était un faux truc. Je l'ai montré à une amie. Je lui ai dit, regarde, je dis, je suis le chevalier, le grand chevalier, en rigolant. Il me dit, mais non, attends, il y a une signature là. Elle regarde, et effectivement, c'était le cas. Mais il a fallu juste 40 ans de terrain, il a fallu 2 interventions, et j'ai reçu de l'aide du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Culture, etc. Là, c'est pour dire que la France est véritablement, et là, il y a le haut et le bas. Est-ce qu'il y a un média qui en a fait part? Ça c'est un média. Oui. Généralement, ce genre de geste est assez médiatisé. Je ne pense pas. C'est juste sur le journal officiel. Ça, c'est pas un média Hamid. Mais sinon, le travail social, notamment, le travail social, il est déconsidéré. Aujourd'hui, il y a la main droite qui ne voit pas la main gauche. La main droite, c'est la technocratie, etc. La main gauche, le travail social, il est assez, quand même, assez déconsidéré en France. Et puis, ce que j'apporte, moi, c'est une approche qui est très complexe et qu'il est effectivement, parfois, ils sont assommés. Une fois, j'ai été, pour parler du voile, auprès des juges, là où ils forment à Bordeaux, les magistrats. Ils tombaient de haut. Ils n'ont jamais entendu, mais ils ne pouvaient pas prendre en charge non plus ce type de créer des dispositifs. Il y a parfois aussi, c'est que je leur tends d'ailleurs le micro, une fois que je suis là, il y a des maires, etc. Ils n'arrivent pas, la complexité, c'est pas leur truc. Ils ont des autoroutes, et c'est ce qu'on voit dans les médias français, les autoroutes, on les voit. Ils nous pensent, mais ils ne savent pas que nous pensons aussi. Et même plus que ça, le monde est partagé entre ceux qui croient et ceux qui pensent. Donc ceux qui croient, c'est les gens qui sont sur le terrain et les gens du Sud. Et ceux qui pensent, c'est eux qui pensent pour nous. Écoute, Hamid, merci pour ta franchise. Avant de passer la parole à la salle, je crois que Rabah veut lire quelque chose. Ouais. Notre ami Rabah. Bonsoir tout le monde. Alors en fait, le petit texte que je vais vous lire, j'essaie de suivre autant que je peux Hamid, et
j'ai écrit un petit texte en son hommage, voilà, à une des séances auxquelles j'ai eu l'honneur et la chance, le privilège de participer. Nous vivons parfois des moments lumineux et paisibles, où tout est limpide. Les liens sont doux et transparents, les regards légers et affectueux, les mots harmonieux et mélodieux. Ces moments viennent comme ça. On s'y trouve, on s'y retrouve. On est ici, on est ailleurs. La rencontre des cœurs. Un sage tranquille, parmi nous, il écoute, il regarde, il sourit, il parle. Oui, il parle avec parcimonie, comme un grand chef toqué. Un gastronome avec finesse et subtilité, il cuisine avec délicatesse, manipule sans toucher, il fait ressortir les nuances et les couleurs en sommeil. Il les libère de leur léthargie, il leur ouvre fenêtres et portes. Elles s'envolent, elles resplendissent. Comme par magie, nous dégustons avec lui toutes les saveurs du monde, venues de bien des horizons, d'Afrique, de Kabylie, des Indes et d'Amérique, de plus près et de plus loin encore. Nous picorons et grignotons des sentiments, des émotions, de la bienveillance, de la générosité, de l'amitié. Il n'y a pas que le thé de Ahmed Tahar qui nous réchauffe et nous caresse. Il y a toutes ces voix et présences, visibles ou invisibles, qui s'expriment, nous accompagnent, avec notre accord ou à notre insu. Une belle compagnie. Un beau monde avec qui nous laissons et partageons du chemin. Nous faisons et partageons du chemin. On se sent bien. Et comme après un bon repas, il reste toujours une petite faim qui nous fait dire ou penser merci à toutes et à tous pour ce moment. Je reviendrai. Alors Hamid, ouvre-nous aujourd'hui ces portes vers cette nouvelle porte vers des frontières inconnues ou connues. Merci. Merci Abba. Merci Abba. Merci Rabah. Rabah est poète, il est souvent inspiré. Hein. Alors maintenant la parole est à vous. Brahim, tu veux commencer? Hamid Salmi, مرحبا ici au café littéraire de l'impondérable Marius Zirem, un café littéraire quasi légendaire. On ne te remerciera jamais assez. Tu as fait découvrir l'ethnopsie, cette discipline extraordinaire qui soigne l'époque, à beaucoup, dont moi-même. Tu m'as accordé un excellent entretien dans le Matin d'Algérie où j'ai pu découvrir en profondeur l'homme que tu es. J'invite les gens à lire cet entretien. Alors, dans ce monde écorché qui cultive les peurs, l'ethnopsie joue un rôle, malheureusement, comme tu disais, la médiatisation manque. Mais est-ce que le travail de terrain ne prime pas sur justement la médiatisation? Sur le terrain, tu as toujours été présent. Alors, à part Toby Nathan, qui intervient de temps en temps sur l'ethnopsychiatrie, il intervient, lui a beaucoup publié. C'est peut-être l'une des raisons. Voilà. Donc on attend des publications. Voilà. Et j'espère que tu publieras quelques-unes de tes excellentes conférences. Alors, dans ce monde qui cultive les malaises, l'ethnopsie ne serait-elle pas salvatrice? Salvatrice, ça veut dire qu'il apporte le salut. Alors,
c'est une démarche qui tient compte à la fois de la psyché et de la culture, des appartenances et de l'amour, des grands besoins de l'homme, besoin de sens, besoin d'attache, besoin d'estime, besoin de quoi d'autre encore? Besoin d'estime, besoin d'amour, besoin de sens, de reconnaissance. Ouais. Alors, c'est vrai que j'interviens sur le terrain, mais le terrain, ceux qui vivent sur ce terrain-là où j'interviens, eux, ils ont bénéficié. Aujourd'hui, par exemple, à Toulouse, je forme des personnes depuis 25 ans, ils ont créé un village où toutes ces centaines de personnes que j'ai formées depuis des années se réunissent du point de vue professionnel et personnel. Ça s'appelle Village des chemins de la rencontre. Il y a 25 ans, j'avais fait une conférence qui s'appelait Ancêtres, parents-enfants, les chemins de la rencontre. Parce que j'ai pensé au chemin vicinal de Kabylie notamment, ou Megger, c'est aller vers. C'est pas attendre à accueillir, c'est un peu accueillir, mais là c'est aller vers. Et il a appelé l'association, c'est lui qui l'a construite, ça s'appelle les chemins de la rencontre. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées faire des conférences, mais sur le terrain, ils n'ont pas œuvré sur le terrain. Aujourd'hui, le terrain, il est là. Pareil en Italie et à Marseille aussi. Sur le terrain, les gens, les familles, sans compter en fait les centaines, peut-être des milliers de familles migrantes que j'aide, enfin que nous aidons de manière indirecte, parce qu'on montre aux spécialistes, aux professionnels comment intervenir, ne pas faire d'impair, comment s'occuper de sa famille, comment ne pas le heurter, comment... Donc c'est ma spécialité, la médiation entre les mondes, entre les cultures, entre les religions, de manière très, comment dire, fine, parce que c'est pas visible. Donc là, je peux raconter pendant des heures. Mais en tous les cas, ça a apporté de manière indirecte à ces familles migrantes qui sont vraiment seules face aux institutions. Les logiques institutionnelles et les logiques culturelles, c'est comme des plaques tectoniques, elles se heurtent à des endroits où la personne elle est face au juge, face au travailleur social, qui est face à l'assistance, qui écrit un rapport au juge, etc., en défaveur de la famille. Ça ne veut pas dire que j'innocente les familles, je travaille auprès des familles, et je relie les enfants aux parents, et il y a des dysfonctionnements entre les familles et les institutions, et à l'intérieur de la famille, entre les parents et les enfants. Donc voilà comment j'appelle ça des petites oasis. Et par distillation, par dilatation, je ne sais pas comment on dit, elles se relieront un jour d'une façon ou d'une autre. Ils vont se relier. Bravo, bravo Hamid. C'est exactement cela, ce sont de vraies oasis, oui. D'autres interventions, remarques ou questions? Selma, tu voulais parler, non? Tout le monde pense que Selma doit parler, donc voilà. T'es obligé, même moi je le pensais, alors voilà. Ah oui, la preuve. Ah si, Qu'est-ce un micro. Ça, Yami, elle va parler. On pense que tu peux pas. Non, on pense que tu peux parler sans penser, sans trop. Voilà. Ça vient tout seul. Ça, je ne pense pas. En tout cas, merci Youssef de t'avoir invité. Merci à toi de te prêter à cet exercice qui n'est pas évident parce que tu es un homme de terrain. Parler d'ethnopsie, répondre à des questions comme ça, je sais que c'est pas le plus évident. Je vais aller direct à ce qui nous intéresse, toi et moi, depuis des années, parce que tu travailles beaucoup sur les traumatismes, notamment, voilà, tu règles des problèmes familiaux, mais des problèmes qui vont beaucoup plus loin. Et nous, on l'a vu avec, je prends que l'exemple de la Kabylie, c'est pas pour faire du villagisme, mais c'est parce que c'est celui que j'ai connu, et notamment quand on parle de 2001, où il y a eu un traumatisme extraordinaire, et on a vu des familles entières, enfin la région, mais l'Algérie a été traumatisée par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je me demande, moi personnellement, mais
Je l'ai pensé à haute voix plusieurs fois, on l'a dit plusieurs fois dans des endroits où tu as pu prendre la parole. Je ne comprends pas comment toi qui es reconnu, même si tu n'as pas... Je ne pense pas qu'être reconnu dans les médias soit une reconnaissance, on est bien d'accord. Les gens qui travaillent sur le terrain. Ce boulot-là, tu le fais depuis de très nombreuses années. J'ai assisté à des groupes de parole que tu as animés. Je ne comprends pas comment nous, en tant que Kabyles, avec tout ce qu'on a vécu, avec tous les traumatismes qu'on traîne, nous tous, on a des casseroles individuellement et puis on a des casseroles en tant que communauté. Comment expliques-tu que ça ne fonctionne pas alors qu'il y a une vraie demande, hein, je ne vais pas citer l'association, mais il y a une jeune femme dans une association qu'on connaît tous les deux qui a fait appel à moi. Elle me dit, mais est-ce que tu ne connais pas, c'est une grosse association, hein, est-ce que tu ne connais pas une association qui pourrait recevoir des femmes, des vieilles femmes de chez nous, hein, qui ne parlent pas forcément le français, qui ont besoin, qui cherchent un endroit pour parler. Donc des groupes de parole tout simplement pour parler de leur le déchirement qu'elles ont avec le pays, avec la langue. Mais si on parle de 2001, c'est encore pire avec tous les jeunes qui sont arrivés ici. Pour certains, ils ont fait 3-4 tentatives de suicide, des familles explosées. Pourquoi il n'y a pas d'endroit dans ces associations où on peut te retrouver, toi qui as fait ce boulot-là avec l'État français, avec des associations, même avec l'Italie? Comment expliques-tu que ça ne prenne pas avec les Kabyles alors qu'il y a un vrai besoin de se retrouver et parfois juste de dire les choses, en fait, de poser des mots sur des mots MAUX, quoi. Merci seulement de m'avoir aidé déjà, en disant que les questions étaient trop vastes et que je ne pourrais intervenir que sur des choses comme ça, qui relèvent de ma compétence. Pareil, mais la question reste vaste quand même. Ouais. Je vous donne des exemples des interventions que j'ai faites. Par exemple, il y a des années, j'avais fait une conférence. Moi, j'ai l'habitude de faire des conférences. Je dis ce que je sais, ce que je fais, comme disaient les politiques là. Et donc, charge à ceux qui entendent de dire, Hamid, on a besoin de toi, on a créé ceci, on a besoin de ça. Je ne peux pas créer la structure. J'ai une structure associative où, justement, Rabah était là, il vient régulièrement. Mais c'est pour un petit groupe, et de manière bénévole, je le fais. Mais néanmoins, j'ai créé pas mal de groupes de parole dans des institutions. Et ça a été toujours porteur. Et ça a réglé des problématiques personnelles que n'ont pas réglé les thérapies individuelles. Parce qu'on fait du pierre plusieurs coups. Mais c'est vrai que les migrants, la thérapie aujourd'hui, les gens ont besoin de témoigner. Donc ça se fait dans un soliloque ou un colloque juste à deux. Avec le thérapeute, ça n'a pas une charge comme celui de témoigner. Bien sûr, il y a la confidentialité, mais il y a la valeur du témoignage. Il y avait une femme un jour qui était venue du Mali, qui a remonté à Doul Chamoun, tout ça, tout le désert et tout. On avait créé une consulte dans une école primaire. Elle nous a raconté sa vie et elle nous dit, c'est aujourd'hui que je suis arrivé en France, alors qu'elle y est depuis 10 ans. C'est-à-dire en vous racontant, là, je suis arrivé, c'est bon, je suis en France. Un jour, j'avais fait une conférence, il y a une dame qui était hollandaise et qui est venue vers moi, d'origine hollandaise. Elle me dit, je travaille avec le ministère, là je parle d'Algérie, le ministère de la Solidarité, tout ça. Est-ce que tu peux venir en Algérie pour nous aider concernant les enfants de terroristes et ceux qui sont victimes du terrorisme? Je me suis dit, oui, je peux. Elle m'a dit, ok, quand j'aurai tout préparé, je viendrai, je te le dirai. Une année après, elle m'a appelé. Alors, effectivement, je suis parti à Alger. Ils avaient créé des cellules, un sociologue, un médecin et un psy. Et auparavant, un de ces psys était venu en France. Ça répond un peu à ta question aussi. Et il m'a promis qu'il allait me faire intervenir. Des années sont passées, rien n'y fait. Il était là-dedans. Donc quand il s'est présenté, comme s'il ne me connaissait pas, Mohamed Antal et tout, je lui dis c'est très bien, je fais mine de passer à quelqu'un d'autre, je reviens vers lui, je dis Mohamed, on se connaît, n'est-ce pas? Tu as promis de faire ce... il se trouve que c'est une Hollandaise qui le fait, ben voilà. Alors je suis parti sur la pointe des pieds, sachant que le travail justice et vérité n'a pas été fait sur le terrorisme. Ça c'est pour rejoindre aussi les traumatismes qui ont lieu là-bas.
Tant qu'il n'y a pas ce travail d'abord politique, faire intervenir un psy, c'est une sorte de manipulation. Donc je me suis dit, j'y vais parce que j'ai envie de connaître ces psys et peut-être qu'est-ce que je pourrais être. Mais bon, j'étais pas sûr du tout. Évidemment, on a bien reçu tout ça. Après, c'était sans lendemain, effectivement. Je suis revenu. C'est pas à moi de les relancer. Moi, donc à chaque fois, depuis 40 ans que je parcours les associations kabyles, c'est pareil. Une fois que j'ai fini, personne ne viendra vers moi pour me dire « Oh, on a créé, on a envie, on s'est réunis, on va faire ». Ils pensent que je vais venir avec les dispositifs, c'est-à-dire le contenu et les contenants. J'ai créé un hôpital pour les traumatismes nord-africains, que sais-je, mais c'est gratuit, etc. Ah ben non, je viens et je co-construis avec les gens. Et tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Marseille, que ce soit en Italie, au Canada, je l'ai fait avec des gens qui m'ont entendu, qui sont venus. Hamid, on a besoin. L'autre fois, c'était un policier qui est venu vers moi. Pas pour m'arrêter. Enfin, je me suis arrêté quand même un peu, tout seul. Et il m'a dit, la police, etc. Je dis, oui, on peut. Pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Mais en tous les cas, ils viennent pour me dire, on a tel besoin, la crèche, les problèmes de malentendus entre les assistantes maternelles et les crèches. Et, enfin, il y a plein de... autour des problèmes addictifs, autour de l'adoption. Tiens, Gloria est là. Là, tu vas poser une question. Gloria m'a appelé, elle m'a dit voilà, on a des personnes, je ne vais pas bien le dire, mais en tous les cas qui ont été adoptées, qui viennent d'Amérique, d'Amérique indienne, latino-indienne, et on ne sait plus quoi faire. Zoul. Et j'ai discuté longtemps avec elle, je lui ai donné mon temps, après elle a sa collègue qui m'a appelé, etc. Youssef, il a envie que j'abrège peut-être, c'est ça? Non, pas du tout, non, pas du tout. Je voulais dire justement bah, à Gloria parce qu'elle avait des choses à dire. Allez, Gloria, vas-y. C'est pour que je puisse me reposer un peu. Tu es la vedette ce soir. Ouais. Allez, à toi, Gloria. Oui, alors bonjour, merci. Je reviens avec beaucoup de plaisir au Café littéraire après quelques années d'absence. Merci Hamid, merci Youssef. Alors moi je suis Gloria, je suis chilienne d'origine, je suis enfant de réfugiés politiques. Et pendant la dictature, au Chili, je parle pour mon pays d'origine, il y a eu 25 000 enfants volés et donnés en adoption irrégulière à l'international. En France, selon les chiffres officiels, il y a eu 1706 enfants. Il y a un peu plus de 2 ans, on m'a sollicité par Hijos y Madres del Silencio, les enfants et les mamans du silence, pour traduire leur intervention à Dauphine parce qu'on leur avait prêté une salle de classe. Lorsque je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout ce monde de l'adoption irrégulière. Bien sûr, je me doutais un peu, mais je ne pensais pas que c'était aussi effrayant que cela au niveau international. L'adoption internationale existe depuis 105 ans. La France n'a jamais permis que ses enfants partent en adoption à l'international. L'adoption internationale est en train de se tarir d'elle-même, puisque maintenant il y a la gestation pour autrui. Donc ce problème d'enfanter ne se pose plus. Moi, j'ai sollicité Hamid parce que j'ai été intégrée, après validation par un groupe d'enfants, parce que pour moi il reste des enfants, tous originaires du Chili, ils ont tous la quarantaine. Et ils m'ont intégrée dans un groupe WhatsApp où je suis un peu leur référente culturelle. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de Noël, il y a un peu plus d'1 an, toutes les filles avaient des problèmes capillaires. Elles ne savaient pas comment se coiffer, trop de cheveux, j'en peux plus. Donc j'ai proposé que chacune m'envoie une photo de sa chevelure. Comme ça, j'ai pu définir de quelle région du Chili elles étaient originaires. Je leur ai promis d'aller voir une coiffeuse chilienne qui est au centre commercial à Place d'Italie pour avoir des conseils. Le problème a été résolu et j'ai compris que j'avais réellement une action efficace. J'ai été confrontée à un dossier d'un enfant qui est le plus étayé, un des plus complets. Il a 3 prénoms, c'est-à-dire qu'à un moment on découvre qu'on est adopté, il y a 2 personnes avec 2 identités différentes qui existent dans le monde. Dans le cas des adoptés, il faut savoir qu'en France, il n'y a qu'une demi-journée par mois d'écoute téléphonique pour tous les enfants adoptés en France.
c'est l'une des populations où il y a le plus gros taux de suicide. Moi, dans le cas, puisque je ne parle que pour les enfants adoptés qui sont dans ce groupe, et peu importe, je le fais simplement à mon niveau, c'est comme le dit si joliment Hamid, c'est devenir une médiatrice, de devenir una curandera, de devenir un peu une soigneuse de leur âme. Parce que j'ai grandi au Chili jusqu'à l'âge de 12 ans, donc j'ai tous les codes de ma société d'origine et tous les codes de la société française. Puisque dans mon cas, on n'a pas parlé d'intégration, on a parlé d'assimilation, puisque j'étais enfant d'apatride. Je n'avais pas de patrie, et la France, mes parents nous prennent, on est 3 enfants, et ils nous disent, on a été obligé de quitter notre pays, par problème de conscience politique, de divergence, d'idéologie politique et d'action. Mon père était en prison pendant 3 ans et demi, donc la France est devenue ma patrie. Parce que c'est comme ça, je n'avais pas d'autre patrie. J'avais une carte d'identité blanche où la seule chose que j'avais... Et à l'époque, imaginez-vous, habiter en province, ne pas pouvoir prendre le train pour venir à Pompidou et chercher ce que c'était que la Convention de Genève 54, puisque c'est cette convention-là qui protège les réfugiés politiques. Donc aujourd'hui, du fait d'avoir les codes des 2 sociétés, je les mets à 100% au service de ces enfants adoptés. On les accompagne, on en retrouve tous les ans. Et cette année, j'ai fait personnellement l'accompagnement de 3 qui ont retrouvé leur maman. Donc une qui a retrouvé sa maman décédée, mais elle a retrouvé 2 sœurs. Celui Michelenito, parce que lui vraiment il me crève le cœur. Donc lui on a retrouvé sa maman, en plus il est originaire de ma région. Du sud du Chili, la région des lacs. Et lui on a retrouvé sa maman en 3 jours. Et lui il avait été enlevé le lendemain de sa naissance, confié à une famille. On a jeté sa maman en dehors du village, c'était une jeune adolescente. Et au bout de 4 ans et demi, la police vient avec le juge assistante sociale. On l'enlève pour le donner en adoption à un couple de Français. On appelle ça des adoptions plénières, c'est-à-dire qu'on confiait les enfants sur place à des personnes qui venaient pour leur faire un accompagnement de soins. Et arrivés en France, les enfants devenaient français. Il faut savoir qu'il y avait des bébés de 2 semaines qui sortaient avec des passeports à l'époque. C'est impossible. Donc voilà, je vous remercie. Merci, c'est en cela que Hamid nous aide beaucoup. Merci. Voilà, donc Gloria a témoigné. Il y a un temps pour témoigner. Merci Gloria pour ton précieux témoignage. Hakim, tu voulais dire quelque chose? Merci. Bonjour à tous. Bonjour Hamid. Bon, je ne vais pas te poser la question récurrente que je te pose depuis des années. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu as des projets d'écriture par rapport à toute cette expérience que tu as accumulée, enfin, sur les 1001 thématiques concernant le mal-être des êtres humains? Est-ce que tu as des projets d'écriture, donc de livres, tout ça, par exemple, tu as parlé du foulard, voilà, que tu as ton approche à ce sujet-là, tout ça, parce que ça, voilà. Ça, c'est la première question, et je finis avec une autre, qui, tout à l'heure, dans ton intervention, tu as parlé de ulama et de savants. J'aimerais juste savoir quel est le lien qu'il peut y avoir entre un savant et un ulama. Selon ta... Voilà, merci. Je parlais des élites anciennes qu'on appelait ulama. C'était les élites d'expression arabe classique. Voilà, après il y avait les soufis qui n'étaient pas forcément des savants, qui pouvaient être aussi des savants, mais je parle des élites anciennes d'avant la colonisation, qui perdurent plus ou moins sous des formes un peu plus ou moins intéressantes ou pas. Voilà. Concernant l'écriture, il veut que je donne, voilà. Ouais, c'est ça, une date, des choses comme ça. Si j'avais un palmier datier, j'aurais pris des dates, plein de dates. Donc mon livre qui a été déjà publié va être republié sous une forme, comment on dit, augmentée. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Il y a aussi une dame que j'ai formée en ethnopsie, qui est elle-même anthropologue,
initiée au chamanisme des Pygmées, et qui se trouve être aussi une directrice de collection à Actes Sud, et qui m'a demandé d'écrire un livre. Je ne sais pas sous quelle forme je vais l'écrire, mais certainement comme le premier, sous forme de mon itinéraire à travers toutes ces expériences. Donc, c'est excellent, c'est très voilà. bien, c'est deux bonnes nouvelles. Voilà. Merci Hamid, deux bonnes nouvelles. Majid, tu voulais dire quelque chose ou c'est celle-là? Majid, ok. Bonsoir tout le monde. Je serai bref. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je vois l'homme de terrain. C'était un ratissage que vous avez fait dans vos réponses. Vous ne faites que le confirmer, c'est très bien. Vous avez parlé de... Vous avez séparé votre travail en indiquant la main droite et la main gauche. J'ai aimé ça. La partie pratique et le volet social. D'ailleurs, mes propos vont rejoindre à peu près ce que disaient les dames sur interpréter la médiation. Ouais, c'est ça. Moi, je suis appelé parfois, enfin souvent même, à travailler avec des experts psychiatres pour des rapports d'expertise. Je n'ai pas eu l'honneur de faire avec vous. Ça viendra peut-être. Oui. Ce que je voulais savoir, après votre pratique de la main droite, une fois la main droite finit son travail, est-ce que la main gauche termine son travail en même temps, ou bien il y a quand même un lien qui se crée entre cette main gauche et le patient? Merci pour cette question précise. Il se trouve que dans les consultations d'ethnopsie, l'ethnopsie se veut aussi bien une recherche qu'un soin. Iatré, psychiatrie, on a gardé iatré de psychiatrie, ça veut dire soin, donc pratique. Donc je donne des comment dire, des prescriptions, mais c'est des prescriptions en lien avec la culture du patient et en lien avec ce qui se passe dans le travail. Donc ça ne se termine pas, revenez le mois prochain ou la semaine prochaine et le thérapeute se tait, le patient se déverse et ça continue comme ça à l'infini. Non, la première consultation déjà, je fais une synthèse, une sorte d'autoscopie du patient. Je lui rends ce qu'il je dis voilà ce que j'ai vu, voilà. Même s'il ne revient pas, il a déjà ça. Et quand il revient, on va travailler, mais à chaque fois, ça se termine par une prescription. En thérapie individuelle, de temps en temps, en thérapie familiale, inévitablement. On ne termine pas une thérapie. Et là, justement, peut-être, je me rappelle subitement, quelqu'un devait être là, signe des temps. Il y a quelqu'un qui est venu de mon village, de Aïd Daoud, pour son fils. Il est venu d'Algérie jusqu'ici, mais il est venu en consultation. Et je me suis dit, en quelque sorte, bouclé. Et je lui ai donné une prescription en rapport avec les traditions de notre village. Ça m'avait beaucoup touché. Et c'est vrai que... donc la pratique et la théorie sont tout le temps là. Et le thérapeute se veut quelqu'un d'être... bien sûr, il entend, il écoute, mais il se veut quelqu'un d'actif. Il agit. C'est l'influence qui agit, l'influence guérissante. Un peu sur le modèle des guérisseurs, des vrais guérisseurs évidemment, de toutes les cultures. Donc on a ces deux. Après il y a évidemment la dimension restitution, et je le fais via les conférences que je donne en région parisienne. Je le fais, ce que j'ai reçu des patients, ce que j'ai pu apprendre, je le restitue aussi au groupe. Vous voyez ? Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Sinon, j'ai travaillé en tant qu'expert pendant longtemps auprès des tribunaux. C'est vrai que l'expertise des assistantes sociales, des psychologues, etc., c'est des expertises de diagnostic de nature. Il est ceci, il est cela, il a fait ceci. Moi, je ne rends pas un diagnostic de nature parce qu'on n'est pas dans l'objectivation. Parce que la science, quand elle investit le terrain du social, elle a cette tendance à l'objectivation. Il est schizophrène, c'est devenu des insultes d'ailleurs maintenant, schizo, etc., hystérique et compagnie. Moi, je donne le lien que j'ai avec la famille. Voilà ce que moi, Hamid Selmi, j'ai vu ce jour-là, dans ce contexte-là.
et je fais une histoire psychodynamique, comment ça se déroule, et pas des choses qui figent, et je donne des leviers au juge pour agir. Il a aussi une partie thérapeutique, parce que dans les cultures traditionnelles, on ne distingue pas le soin du juridique, etc. Il y a même des djinns qui sont appelés au tribunal. Donc voilà, donc je fournis ce type de rapport qui est un rapport relationnel, qui n'est pas chosifiant, objectivant, qui dit voilà un tel dans son et puis c'est pas une observation d'une heure, c'est une consulte, 2 voire 3 consultations à l'issue desquelles je vais faire un rapport au juge qui va agir sur la situation de manière qui va tenir compte de ça. Donc c'est des leviers et pas des diagnostics. Sur la nature supposée du patient. Justement, Hamid, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de ce que tu viens de dire, ces prescriptions, levier, tout ça. Voilà. Parce que ça reste un petit peu, en tout cas pour moi, un peu vague. Est-ce que ça fait possible? Voilà. Oui, c'est possible. Par exemple, voilà un enfant qui se présente, il est à l'école, j'ai créé une consultation dans une école primaire. Et donc, consultation d'ethnopsie, ça veut dire que les parents vont venir accompagner l'enfant et pas le psychologue qui cherche des poux dans la tête de l'enfant tout seul à dessiner ou je sais pas quoi. Il se comporte comme un accusé de je ne sais bien. Voilà. Donc là, l'enfant, il a ses parents. Et donc je ne peux pas soigner un enfant tout seul. Donc je vois la configuration familiale. Donc je vais te donner 2 exemples. Cet enfant arrive. Il est en échec scolaire depuis 1 an. Ah, échec scolaire depuis. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que des fois on tourne un peu. Et puis, mais il s'appelle Adama. Il est jumeau, votre enfant, non? Il se pourrait qu'il l'ait hérité d'un ancêtre, mais il se pourrait que Adama et Hawa, quand il a une sœur jumelle, ou Lucénie. Ben, tu sais ce que veut dire Lucénie en bambara? Husseini, Lucénie, et Lansana. Et Lansana, c'est Hussein, Lansana. Et donc, il se trouve qu'il s'appelait Lucénie. Hein? C'est pas un prénom latin, Lucénie. Et je dis, mais il est jumeau. Ah, bah oui, il est jumeau. Alors, où est son jumeau? Ah, le jumeau, il n'est pas là. Ils ont été séparés depuis 1 an. Ah, bah oui, je comprends. On ne sépare pas les jumeaux en Afrique. Donc j'agis, le levier, c'est celui-là. Et je ne vais pas dire il faut le remettre dans la même classe. C'est fait, c'est fait. Mais je dis à ce jeune père, je dis, vous savez ce qu'on fait, parce qu'il vient de là-bas, ce qu'on fait pour les jumeaux dans... Ah, je ne sais pas, je sais pas, c'est bon. Il me dit, mais j'ai un oncle qui a des jumeaux. Je dis, demandez à votre oncle, voilà nous ce qu'on fait dans certaines cultures, voilà ce qu'on fait pour les jumeaux, mais on ne les sépare pas, ou du moins on les réunit régulièrement. Et il a fait la cérémonie où ils mangent régulièrement un plat ensemble, et il a repris ses études. Moyennant, bien sûr, tout le travail thérapeutique, mais comme tu m'as posé la question, Hakim, sur le levier, c'est celui-là. Un autre est arrivé, voilà, pareil, depuis 2 ans, il résiste à l'école, etc. Par quoi il résiste? C'est souvent les enfants les plus intelligents. C'est comme s'ils avaient peur de perdre leur âme. Ils se disent, il faut faire quelque chose pour nous enraciner. C'est comme ça que je vois notamment les enfants de migrants. Et celui-là, pareil, c'est un enfant intelligent, et puis hop, il s'est arrêté, c'est un Soninké. Soninké, c'est au Mali et ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On cherche, on tourne rond. C'est un enfant de griot. Et son père est un grand griot. Il est mort il y a 2 ans. Et rien n'a été fait pour l'introniser parce que dans la structure chez les Bambara, c'était cet enfant qui devait prendre la place après la mort. Rien n'a été fait, ça m'a été isolé, etc. Donc, moyennant le travail entre-temps, je leur dis de faire la cérémonie d'introniser. Et c'est pas moi qui juge, c'est pas moi qui dis je l'ai guéri ou je sais pas quoi, ou le groupe. On a heureusement les enseignants, c'est eux qui disent ça a marché ou ça n'a pas marché. Et c'était une des consultations les plus gratifiantes pour moi, parce que ça marche et ça prend l'enfant quand il est encore enfant, il n'est pas devenu adolescent, et là ça s'enquise, ça se rigidifie, ça change de registre et va voir où on est, après on ne retrouve plus la cause. Tandis que là,
Donc si j'ai quelque chose à préconiser pour la France, c'est des consultations ethnopsie dans les écoles primaires pour juguler, désamorcer les histoires de terrorisme et compagnie, etc. Remboursé par la Sécu. Remboursé par la Sécu. Ça va, Hakim? Je t'ai répondu, hein? Vraiment, bien sûr. Le monsieur, il y a le monsieur, il est à côté. Zoul, bonsoir tout le monde. Donc pour être dans le sillage de la dame d'à côté, Gloria, en parlant justement de l'adoption, moi j'aimerais bien parler dans le sens religieux, si je puis dire. Ouais. Parce que quand on voit par exemple Mahomet qui a pris Sabru comme épouse, après avoir créé une fitna entre la femme de son fils, c'est Sabru. Moi, ce que j'appelle dans mon truc, la brute et la brute. Donc, et il a développé une certaine fitna. Après, voilà, il a pris sa femme comme épouse. Donc, dans ce cas, moi, je vois une certaine, ce qu'on appelle l'effet Westermarck. C'est, je ne sais pas si vous entendez parler, je pense que oui, l'anthropologue Westermarck. Ah oui, absolument. Voilà, donc quand il parle des enfants adoptés, quand on les adopte tous ensemble et tout ça, ils ont une certaine aversion envers la sexualité et tout ça. Alors que le prophète lui-même avait interdit ça, disons par exemple, quand il part en voyage, par exemple, il ne peut pas laisser sa femme, disons, c'est le prétexte trouvé par rapport à l'adoption. Il trouve le prétexte que si par exemple il part en voyage, il ne peut pas laisser son enfant après. Vous voyez. Donc comment vous voulez, moi j'aimerais savoir comment ça se passe, comment vous pouvez apporter des réponses à cette question, c'est-à-dire le religieux par rapport à l'ethnopsychiatrie. Ça, c'est la première question. Et puis, quand je vois aussi les conditions que nous vivons en ce moment, les guerres et tout ça, les lobbies d'un côté et de l'autre, les lobbies religieux et tout ça, qu'est-ce que peut apporter l'ethnopsychiatrie par rapport à tout ça? Voilà. Merci, monsieur. Merci. Merci à vous. Donc, le prophète n'est jamais venu me consulter. Aujourd'hui. En ethnopsie, on travaille des fois sur des textes sacrés. On arrive à quoi, comme l'histoire d'Abraham avec son fils, on essaie de démonter les mythes, qu'ils soient d'origine religieuse monothéiste, qu'ils soient d'origine sacrée, appartenant aux divers polythéismes, comme du reste les mythes grecs, etc., qui nous appartiennent normalement au niveau de la psychologie. On devrait vraiment, pour les psychologues, plutôt leur enseigner les contes et les mythes des diverses traditions, et puis comment on interprète ces mythes et traditions. Sinon, pour ce qui concerne l'adoption en général, il y avait beaucoup de rites d'adoption dans les anciennes sociétés, qui existent toujours, par le sang, etc., par la colactation. Si on a tété le même sein, on devient ipso facto frère et sœur. Et ils se sont raréfiés parce que la religion monothéiste les a combattus. Elle en a laissé quelques-uns, mais en réalité, même à l'époque des Berbères de l'Antiquité et bien après, il y avait même des groupes entiers qui se faisaient adopter par d'autres parce qu'ils étaient plus puissants. Ils pouvaient même changer de nom. Ils pourraient même s'appeler Bni Hilal alors que c'était des Berbères, etc. Donc il y avait une efflorescence, une luxuriance de pactes d'adoption. Moi, quand je les reçois en thérapie, j'en ai parlé à Gloria longuement au téléphone. Et donc, je les reçois d'abord, je me dis, l'hypothèse que j'ai, c'est que c'est important de travailler sur la famille d'origine et la famille d'accueil comme si elle était déjà prévue. C'est-à-dire comme si cet enfant devait changer de... Si on le considère juste comme un accident, ça ne va pas marcher. Donc je vais essayer dans le souterrain, voir dans les racines de la famille d'origine et les racines de la famille adoptive, de voir qu'est-ce qui résonne entre les deux familles. Il m'est arrivé même de voir une famille, je me rappelle, qui est d'origine africaine,
Elle me disait, avant d'adopter l'enfant, elle avait rêvé d'un enfant qui est venu, rejeté par la mère. Et en cherchant, en essayant de voir dans l'histoire, il apparaissait que c'était un des frères qu'elle avait perdu. Voilà. C'est comme si c'est... Donc c'est à ce niveau-là que je travaille. Comme c'est la même chose que je fais avec les couples mixtes, je ne vais pas essayer de ramener un tronc, de coller un tronc à l'autre, mais je travaille sur les racines qui, elles, peuvent s'entrecroiser. C'est un bon barras sommarique, que c'est autorisé par la culture avec un soniquet, je vais voir qu'est-ce qui s'entrecroise à ce niveau-là. Il arrive des fois que dans les mariages mixtes aussi, l'enfant peut être en position d'adopter. Imaginons une famille matrilinéaire, hein, un homme patrilinéaire qui se marie avec une femme qui est d'origine matrilinéaire. Eh ben, à terme, à un moment donné, il y a une guerre pour à qui appartient l'enfant. À qui appartient, c'est la pensée qui est tue dans les institutions ici, qui est impensable et impensée jusqu'ici. À qui appartient l'enfant? Il appartient au juge, il appartient à l'État, il appartient à une divinité, il appartient à ses ancêtres, il appartient à qui? Il appartient au médecin. Et donc là, on essaie de voir comment résoudre ce conflit. Parce qu'ils peuvent même agir dans les sociétés subsahariennes, ils agissent par la sorcellerie pour récupérer l'enfant. Un jour, j'étais en Afrique. L'Afrique est vaste, mais c'était à Abidjan. Abidjan, ça veut dire l'enfant est mort. Parce que la reine Pocro, en traversant le fleuve, qui était en crue, devait donner un de ses enfants. Donc là, j'étais dans un hôpital, en fait. Donc les psychiatres là-bas sont formés de manière... ils sont très blanchis aussi, ils travaillent comme les psychiatres d'ici. Et donc j'ai fait le noir là-bas, dans un hôpital d'Abidjan. J'avais rencontré quelqu'un qui, tout de suite, m'a dit que, en lui posant des questions, j'ai vu qu'il y avait un problème entre les deux familles, matrilinéaire, patrilinéaire. Et donc c'était facile pour moi de lui dire, vous rêvez que vous êtes souvent poursuivi. Comment vous le savez? Il dit exactement ça. Et je lui ai demandé de faire, pour que les familles ne se disputent pas, que l'une des familles adopte l'autre, moyennant argent, moyennant rituel, voilà, un rituel d'adoption. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. J'ai discuté pas mal avec Gloria et son amie jumelle, sa sœur jumelle Johanna. On va créer une consultation pour les adoptions, et que ce sera une consultation thérapeutique et en même temps un espace de recherche. Parce qu'en plus se surajoutent les histoires de à qui appartient l'enfant au niveau des institutions. Là aussi, c'est la guerre. Et chemin faisant, il faut dire que, à l'insu de beaucoup de monde, parce que les gens le taisent au niveau individuel ou familial, les familles migrantes tremblent devant les institutions depuis très longtemps. On va me prendre mon enfant, on va me prendre mon enfant. Quoi qu'il se passe, tout de suite, un symptôme qui est révélé de manière ambiguë à l'assistante sociale, à la maîtresse, que sais-je, l'infirmière, et hop, prend le bas de combat. Les institutions, les travailleurs sociaux arrivent, et même ce qui est considéré comme un entretien thérapeutique devient un interrogatoire où la personne se dit tout ce que je vais dire va être retourné contre moi. Quand je travaille dans une de ces institutions, j'arrive à mettre tous ces gens-là en lien dans la consultation thérapeutique et à traiter le problème. Mais aujourd'hui, ça perdure, ce conflit perdure. J'ai même vu une manifestation. Là, c'est même pas des migrants, c'est des familles françaises récemment qui ont fait une manif pour les enfants enlevés, parce que dans la tête de quelqu'un de ce monde-là, où l'enfant appartient à ses ancêtres, placer un enfant, c'est un rapt d'enfant. C'est un rapt. Un jour, il y avait un monsieur, d'ailleurs un Kabyle qui est arrivé, considéré comme parano, parce qu'il menaçait de tuer carrément l'éducateur. Donc ils arrivent parano, ils redeviennent des gens d'honneur, tout simplement. Parce que il se trouvait que son enfant est placé, donc son propre père à lui, le père du père, le grand-père appelé, Nourdine, il est là, il est à l'école. Après, il disait, il est 5 heures, il est pas, il est ceci. Et il attendait, entre-temps, qu'on lui restitue l'enfant, pour qu'il puisse appeler son grand-père. Et comme l'enfant était encore là, et toujours placé, replacé, déplacé,
Là, il s'est dit, je vais tuer cette... voilà. Et au bout d'une consultation de 2 heures, le problème a été résolu. Et au bout d'une demi-heure, il n'était plus parano, mais il était tout simplement un homme d'honneur. Il était un Kabyle. Bravo. Je profite juste dans le prolongement de ce que vous dites, M. Salvi. Ouais. Quel regard portez-vous sur les enfants nés de viol à la suite des Syries noirs en Algérie? On s'est déjà rencontré avec M. Mouhia au piano bar, au Gobelin, il y a 30-40 ans passant. Les enfants Je reviens à ma nés de question, viol. je la reformule. À la suite de la décennie noire, on a ramassé quand même des gamins dans le maquis, nés de viol. Et quel regard portez-vous? Quelle filiation possible? Quelle lecture avez-vous? Ouais. Donc d'abord, on n'a pas fait de travail sur ce qui s'est passé en Algérie. Je vous ai dit que tant qu'il n'y a pas justice et vérité et que la justice n'intervient pas, je ne sais pas comment on peut traiter ces problématiques. Une fois qu'on a traité ce volet-là, on peut entrer dans le travail collectif, dans le travail thérapeutique, d'abord voir d'où a surgi ce monstre. Les intellectuels, les journalistes considèrent c'est le Moyen-Âge, des gens, je sais pas, on dirait qu'ils sont venus de l'extérieur. Ils sont nés de nos entrailles, ils sont venus de là. Qu'est-ce qui a créé ces monstres? Qui les a créés? Comment on a pu créer ces monstres? Et cesser de dire que c'est des étrangers, c'est des gens, voilà, que sais-je. Non, ils sont nés chez nous, comme dit la publicité. Alors d'abord ça, et moi je travaille sur ça. Comment ce monstre est né? Ça d'abord. Deuxième élément, à ce moment-là, on peut travailler sur les viols, voir comment ça s'est passé, le traumatisme, etc. Et réaffilier, parce que nous sommes une culture, nous ne sommes pas une culture du sang, une culture de la filiation. Nous sommes une culture de la réaffiliation. Nous sommes riches en réaffiliation. Et à ce moment-là, on peut l'affilier à un ancêtre, un ancêtre fondateur, que sais-je. On peut toujours, en suivant un peu les lignes de la thérapie, qu'est-ce qui se dégage de cette famille, de cette femme et de cet enfant-là, parce que l'enfant aussi, il a des perceptions extra-lucides. On peut orienter la thérapie dans le sens d'une réaffiliation. Et évidemment, si on a fait déjà le travail collectif ce travail thérapeutique collectif, déjà ça prépare ce travail individuel et familial. Donc j'ai un peu résumé les choses, mais voilà. Daniel. Bonsoir tout le monde. Alors bonsoir Hamid, bonsoir Youssef. Daniel en force. Bonsoir Daniel. Alors un café littéraire avec Hamid Salmi est inratable, évidemment. Les compliments de Youssef à ton égard en tant que savant ne sont pas usurpés, à plus d'un titre. Et puisque tu es quelqu'un d'humble, donc il faudrait que ce soit les autres qui t'encensent sans trop être complaisants. Et à juste titre. Alors, pourquoi? Bon, d'abord, je ne sais pas si tout le monde ici le sait, tu as été décoré comme chevalier de l'ordre du mérite. Ensuite, tu travailles souvent bénévolement, donc tu ne fais pas payer, c'est très louable de ta part, et des ethnopsies de ta facture, on n'en a pas tant que ça, même si tu as formé pas mal de gens, malheureusement sur l'aspect négatif, je ne sais pas qui c'est qui en a parlé, on ne le voit pas sur le terrain et c'est très regrettable. Alors, tu as couvert un rayon d'action qui est énorme. Il faudrait des heures pour les énumérer. Je vais faire juste un petit laïus d'une petite liste non exhaustive de tout ce que tu as couvert. Donc tu as couvert par exemple les troubles de l'exil dans les cadres culturels internes et externes, les systèmes imbriqués, donc de la langue, les systèmes culinaires, de l'affiliation.
Il y a aussi, pas l'identité, il y a les identités, et tu viens de l'évoquer, même si j'avais noté ici. Donc, par exemple, à qui appartient l'enfant. Il y a le métissage. Il y a aussi le conflit entre la tradition et la modernité. Il y a tout un chapitre entier de l'apparition des traumatismes, les incarcérations, la radicalisation, les difficultés rencontrées lors de conversion. Et pour moi, il y a une espèce d'incongruité comme ça qui s'impose entre l'existence de tous ces écueils, puis le besoin d'avoir des réponses et de ta science par rapport à ces écueils, et troisièmement, l'ignorance de l'existence, malheureusement, de ces solutions. Alors, si j'avais les manettes, je te consacrerai un documentaire d'au moins 2 heures, à 1 heure de grande écoute. Vient enfin la question: quels sont les écueils les plus répandus que tu as rencontrés jusque-là dans tes consultations? Et en feedback, quels sont donc les retours que tu as de la part de tes patients? Je te remercie beaucoup pour ton apport précieux, mon cher Hamid. Merci Daniel d'être venu du pays du froid. Ce soleil intermittent. Alors, la question, les écueils, là. Il veut parler de mes échecs, en fait. Il me dit, là, tu te vantes trop. Ok, c'est bien, mais parle-nous un peu de tes échecs. Généralement, les échecs, quand il y en a heureusement assez peu. Parce que chaque fois, je suis étonné. C'est pour ça que les gens me rappellent, sinon ils ne me rappelleraient pas. Je n'ai pas de contrat avec eux à Marseille, à Toulouse, j'ai aucun contrat. Et à chaque fois, ils me rappellent pour revenir, etc. Généralement, les échecs, ils viennent quand tu as évoqué un peu des concepts comme ça. C'est quand le contenant n'est pas adéquat avec le contenu. Une fois, j'ai été dans un collège et ça s'est fait à la va-vite. J'ai pas pu appeler les parents. Je devais faire un groupe de parole avec des jeunes. Les parents ne sont pas venus. Les professeurs n'assistent pas à ces réunions. Or, j'ai besoin d'une interface avec l'institution, au moins 2. Et ça a été au bout de 3 séances un échec parce que je n'ai pas suffisamment travaillé, je n'ai pas été exigeant. J'étais tout content de... Enfin, on peut dire, on va faire avec. Mais on ne fait pas avec. Il faut un contenant fiable. Donc, il faut un cadre fiable pour qu'un processus puisse s'engager. Et là, par rapport à la question que posait Salma tout à l'heure, parmi les réponses concernant l'ethnopsie, ces contenants, les garants de ces contenants, c'est les animateurs, les responsables politiques qui sont de la communauté, etc., ceux qui animent des structures, des associations. Ceux-là ne m'ont pas fait appel, et ils sont très rares ceux qui m'ont fait appel. Et puis, il y a ceux aussi qui ne présentent pas cette fiabilité. Parce que moi, j'ai besoin des personnes déjà sensibilisées, formées. Et puis, à ce moment-là, on peut convoquer le groupe de parole, la thérapie, etc. Mais il faut un cadre. Ça, quand le cadre n'est pas posé et qu'il n'y a pas de confiance dans un lien, il faut établir un vrai lien avec la personne que j'ai formée à Toulouse. Il est venu ici, il dit qui il était, d'où il venait, et comment il fabriquait lui-même, etc. Et il est parti, je l'ai accompagné au métro, j'ai dit on verra peut-être, et il le répète encore aujourd'hui, 25 ans après, il me dit Hamid, voilà comment il m'a reçu, ah peut-être. Et il raconte, il dit par contre j'ai vu un autre ethnopsie qui m'a proposé je sais pas quoi, tout de suite il s'est agrippé, accroché, etc. Et il dit ah non celui-là c'est pas bon. Et il s'est avéré que cette personne a vraiment tenu, donc j'ai besoin. Quand il n'y a pas un cadre fiable, on ne peut pas engager un processus. C'est une sorte de l'échec aussi, enfin relatif,
parce que là, ça demande une complexification du cadre, c'est le terrorisme. Les terroristes, ils ne vont pas venir de gaieté de cœur en thérapie. Il se trouve que j'ai soigné une jeune qui était suspectée, etc., passée devant la justice, mais elle venait, parce que j'ai pu l'accrocher. Dans l'islam, il s'intéresse beaucoup aux rêves, par l'interprétation des rêves, etc., et puis par l'histoire de sa famille. Et puis on ne peut pas donner aux gens trop modernes des prescriptions comme les anciennes prescriptions. Ils ne vont pas peut-être... Une fois j'avais reçu à Toulouse quelqu'un de la famille d'un terroriste connu qui a défrayé la chronique. Et au moment de lui proposer une prescription, c'est-à-dire de se réaffilier à l'ancêtre fondateur, évidemment, là, il n'y a pas d'intercession chez eux, ils sont direct branchés sur Dieu. Et il me dit, mais c'est... Il se trouve, juste avant qu'il me dise ça, la pédopsychiatre qui s'occupait de son enfant a éclaté en sanglots. Suite aux entretiens que j'ai vus avec eux, il était très touché. Et il a fait « Un médecin qui pleure, j'ai jamais vu ça. » Et je lui ai fait « Elle a pleuré tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est une humaine. Elle est humain. Humain? Oui, alors vous allez le faire. » Et je l'ai pris comme ça, il a dit « D'accord. » Il ne s'est pas rendu compte. Pourquoi? Ça, c'est pour expliquer le terrorisme aussi. En fait, ce qui se passe à l'insu des journalistes, des intellectuels qui écrivent sur ça, c'est qu'eux, ils postulent qu'il y a des humains et des non-humains. Avant, il y avait les mécréants et les croyants. Mais là, c'est plus grave. Le mécréant est devenu un non-humain qu'on peut tuer. Et donc, c'est pour ça que j'ai agi sur cette matrice-là. Donc, ça demande beaucoup plus de... pour... agir sur des situations délicates comme celle-là. Il faut aussi les familles, il faut que ça pourrait être un échec si tu ne tiens pas compte, quand tu as une thérapie familiale, tu ne tiens pas compte des besoins de l'enfant, de ce qui tu es en lien avec l'enfant, avec la femme, avec, avec son époux, avec les institutions, parce que tout ça sont rassemblés. Si l'un d'entre eux, tu as manqué au lien, il semble que tu l'as perdu, ça va être l'échec. Ça s'est passé rarement, mais ça peut se passer quand on n'a pas créé de vrais liens avec chacune des personnes présentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ampleur de la question, mais... Alors, merci beaucoup parce que on a un spectre beaucoup plus large, mais si besoin est de voir que tu es quelqu'un d'humble, tu as tout de suite sauté sur ton autocritique, alors que ce n'était pas de tes écueils à toi que je parlais, mais de pour quelle raison. Excuse-moi d'avoir mal posé la question. Non, c'est une façon de faire le modeste. Absolument, tu as fait le modeste, et en plus, donc, comme ça, on découvre en plus de tout ça, dans quelles conditions tu travailles. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es ethnopsychiatre et qu'il y a tous ces sujets à traiter et toutes les réponses qui sont attendues de ta part que il y a un tapis rouge et que c'est une autoroute et que tu arrives, tu appuies sur un bouton et que voilà. Non. Donc, tu penses bien, mais tu es très intelligent. Merci de nous avoir donc donné cette facette-là des écueils que tu rencontres en tant que clinicien. Mais moi, je te pose la question, quels sont les problèmes, donc les troubles de l'exil qu'on a cités tout à l'heure, plus les autres, parce que ça c'est une petite partie, hein, qui sont récurrents. Les problématiques. Voilà les problèmes aujourd'hui. Voilà que tu as, enfin qu'on te demande, pour lesquels on vient te consulter. Voilà. Je te remettais pas en question. Mais là, je peux faire le fier, enfin. Ah voilà, là tu peux faire le fier. Merci d'avance. Merci. Oui, les problématiques d'aujourd'hui. Par exemple, là, c'est tout récent, je viens de recevoir des familles de franco-français dont les enfants se convertissent à l'intégrisme religieux. Et là, il faut créer un cadre où je ne suis ni un imam ni un anti-imam, mais travailler dans le subtil, les émotions. C'est pas évident. J'ai commencé ces thérapies, donc c'est tout récent, des familles françaises et qui s'adressent à moi. En plus, sachant que je suis d'origine ceci, cela. Alors, il y a une loyauté, il y a comment on travaille. Il faut connaître aussi le christianisme comme il faut. Ah oui, pour les liens souterrains. Donc voilà, une des problématiques
sur lesquels je travaille. Qu'est-ce qu'il y a? Les problématiques des enfants placés qui reviennent à nouveau, des parents vraiment hors d'eux-mêmes, complètement terrorisés par les institutions, sur lesquels je travaille récemment. Sinon, il y a beaucoup de travail sur le transgénérationnel qui revient, parce que les thérapies individuelles qui ne tiennent pas compte du transgénérationnel, quand il y a quelque chose d'assez sévère, comme on dit en psychologie, de psychotique, ou de pervers, il faut tenir compte du transgénérationnel. Donc là aussi, c'est des problématiques sur lesquelles je travaille. Et certainement, ça va revenir, parce que je n'ai pas répondu à la question, comment Mouloud, toute la question de Mouloud autour du religieux. Donc c'est des problématiques sur lesquelles il va falloir intervenir, et notamment dans les familles aussi, nord-africaines et kabyles, dont les enfants commencent à mettre le voile, à aller à la mosquée, etc. Et il y a une sorte d'inversion de génération, c'est les enfants qui entraînent leurs parents parfois, qui les commandent et qui font leurs lois. Mais là, on peut comprendre les choses, on peut les travailler de manière thérapeutique sans sombrer dans les idéologies. Ça va? Écoutez, messieurs, on va prendre rapidement 2 questions. Akli. Bonsoir à tous. Alors, merci Daniel pour vraiment, tu m'as offert une belle transition. En fait, je voulais poser une question. Je voulais poser 3 questions en fait, sur la radicalisation. Ouais. Bon, je voulais pas faire le rabat-joie, mais merci. Alors, j'ai abrégé ma question en une question. Monsieur Selmi, mes respects, Mr. Moldeo. Quelles sont les mesures les plus efficaces prises par le gouvernement français pour lutter contre la radicalisation? Et quelles sont les évaluations, le retour d'expérience, etc. Voilà. C'est ma question. Très bonne question. Ouais, donc pour moi, je ne connais les institutions que dans la mesure où ils viennent vers moi. Voilà, je fais le fier là aussi. Donc je connais leur fonctionnement, tout ça, que fait le truc interministériel, il y a toute une structure comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas? Moi, je ne vois pas ce qu'ils font véritablement. Il faut intervenir des recteurs. Les recteurs, ils ne sont pas sur le terrain, ils peuvent parler. Les rabbins, les imams, ils peuvent parler. Hein? Voilà, les bouzards et compagnie. Ils ne sont pas sur le terrain. Donc l'interreligieux, ou s'ils font un travail interreligieux, il n'est pas opérant. Moi, interreligieux, je vais dans un quartier, je ramène les familles juives, les familles chrétiennes, ou d'origine, on va dire, et des familles migrantes de différentes religions. Je fais un travail dans le quartier, dans des groupes directs sur cette thématique-là. Sur cette thématique pour éviter que l'intégrisme se propage. Récemment, il y a une association qui m'a fait appel pour intervenir au Sénat et j'avais fait un exposé sur ce qu'on peut faire dans la communauté pour désamorcer l'intégrisme dans les familles. J'attends toujours un retour, il n'y a aucun retour de ça, ça s'est fait il y a peut-être 3 mois. Ça va durer, perdurer comme ça, je ne sais pas. Moi, j'ai dit ce que je savais faire, j'ai dit ce que on peut faire. On peut créer, par exemple, des espaces, nous-mêmes, en tant que communauté, des groupes de parole, où on va parler de la question que Mouloud a posée tout à l'heure, autour des principes, le sacré, le religieux, et la spiritualité qui est au-delà du religieux. On peut faire ce travail, et je peux le faire avec des blagues, avec de l'humour, avec des mythes, avec des contes, avec des récits, des contes berbères ou autres. On peut faire ce travail-là pour désamorcer la violence qu'il y a à l'intérieur d'une personne et cette perte au point que la personne a envie de s'affilier à quelque chose de tout-puissant, comment dire,
dire, pas en introjectant les choses, mais en les mettant à l'intérieur de soi. Comment on dit, Nassera, en psychologie, quand on met les choses sans que ça soit introjecté? Non, il y a un autre mot. On le met comme ça, tout cru. On met le prophète tout cru, tout à l'intérieur, on le mange. Intérioriser, c'est bon, c'est psychologique, ça veut dire qu'on digère. Mais là, on ne digère pas. On s'intronise. Intronise, c'est s'asseoir, c'est bien aussi. Ça dépend sur quoi on est assis. Ça va me revenir tout à l'heure. C'est un mot à chaque fois qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a une sorte de... Hanafi, il est là? Je suis là, Azulek. Bonsoir à tout le monde. Tanmir Teka Youssef. Le monde à la dérive. Les tensions entre l'Algérie et la France. La nouvelle administration américaine qui veut dominer le monde. Le regard de Hamid Salmi sur tout ça. Merci. Je pense que chacun doit travailler sur ses propres déchets. Si on les expulse constamment, on parlait de refoulement, là, Nassera. Tu n'as pas parlé, Nassera, toi, tu as été formé quand même. Hein? Peut-être qu'elle va dire un mot. En tous les cas, le on a accouché d'un monstre, on n'a pas fait. On parlait tout à l'heure, travaillant sur ça. Il y a eu des morts, travaillant sur ça. Il y a eu des. Pourquoi les pays, chaque pays ne travaille pas sur ses propres problématiques à lui? Et après, bien sûr, si ces déchets sont exportés ailleurs, expulsés, ben, ça produit des frottements, ça produit. Et après, je ne parle pas des connivences qui y a entre les pouvoirs, il y a ce qui est sur la table, ce qui est sous la table, ça, vous savez, la politique. Je ne rentre pas là-dedans. Moi, je sais, il y a un travail, par exemple en Algérie, il y a un travail thérapeutique à faire déjà sur la première guerre. Pas la première guerre mondiale, mais notre guerre de 54-62, aucun travail. On a pris, devenu des mégalomanes tout de suite, on a militairement battu soi-disant la France. Et on est parti comme ça. Ben, ça a produit la deuxième guerre, avec 250 000 morts. Et on n'a pas fait ce travail. Et toujours pas de travail. Donc quand est-ce que ce travail va être pris en charge et que les opposants, les malades, les traumatisés, les haragas et compagnie ne soient pas expulsés ailleurs, mais qu'ils soient digérés, que ce travail se fasse à l'intérieur de chaque nation. Après les autres nations, je ne sais pas ce qu'elles font. Ça c'est de la grande politique, enfin, mais en tous les cas, moi en tant que thérapeute, ce qui est le prioritaire, c'est tous ces sédiments, toutes ces strates de refoulement, ces strates de traumatisme qui cumulent, de sorte que ça peut répondre à la question de tout à l'heure de Selma, puisqu'elle était la première, donc elle va être un peu la dernière, l'avant-dernière. C'est... ce travail n'est pas fait. Et ceux qui sont en position de le faire dans la migration, les migrants ne se sont pas autonomisés. Les migrants, ils s'appuient sur un État ou sur un autre. Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'autogérer, s'autonomiser. Or, ils sont délaissés, ils sont orphelins des deux côtés. Donc, c'est pas, je veux dire, on peut toujours, mais c'est important qu'elles se structurent et qu'elles s'autonomisent. Et qu'elle apporte, puisqu'ils ne sont pas apportés là-bas, ces dispositifs, eh ben, on peut les faire aujourd'hui, ici. On a les ressources, on a les moyens. Mais les cadres intermédiaires, ceux qui sont les responsables des associations de courants politiques, c'est ceux-là qui ne prennent pas suffisamment en charge. Ils sont aussi dans, pas dans la politique, mais ils ne sont pas dans le politique, ils sont dans la politique. Et bien sûr, comme vous savez, il y a des rivalités, il y a des trucs, tout ça qui empêche. Et puis, qui empêche cette réflexion au-delà des idéologies. J'allais parler d'ailleurs aujourd'hui de la différence entre idéologie, civilisation, religion et culture. Mais on les a un petit peu abordés par-ci, par-là. Nassera. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Nassera, je suis Madame Acherchour, Nassera. Je suis psychologue dans les centres d'hébergement d'urgence. Je travaille avec le 115. Donc du coup, et aussi je suis dans la même région que M. Zéran. Et qu'est-ce que tu veux que je dise?
Ah ben, faire mon hommage, me rendre, voilà. Pousser, il faut emporter l'enthousiasme de la salle, des applaudissements, tout ça, quoi. Oui. Bon, elle va le faire, vous allez voir. Faut démarrer la manivelle. Ah oui, pardon. Non, tu parles juste avec ton cœur et puis voilà. Du coup, donc je suis psychologue clinicienne spécialisée en inter et transculturel. Donc du coup, avant, je ne connaissais pas du tout ce que ça veut dire inter et transculturel, et je l'ai découvert à la fac. Et tout ça a pris sens dans mon travail depuis que j'ai fait une thérapie avec M. Hamid, qui n'a pas duré longtemps, mais qui m'a apporté énormément. À mon travail, je rencontre beaucoup de personnes venant d'ailleurs. Donc du coup, c'est vraiment... au départ, je ne savais pas comment travailler avec eux, parce que l'environnement est défaillant, la psyché, plus les problématiques intrapsychées. Donc je ne savais pas comment faire, parce que un psychologue clinicien, il met le cadre, il arrive avec son costume, sa mallette, et il est strict. Donc moi je ne savais pas faire ça. Et qu'est-ce que j'ai fait en parallèle? Et comme je suis moi-même migrante, on va dire ça, je suis arrivée en France, j'avais 20 ans, et j'ai vécu le déracinement, malgré que c'était pas la même situation que mes patients. Moi, mon mari, il avait une très bonne situation, il m'a super bien accueilli, mais malgré tout, j'ai ressenti ce déchirement, ce déracinement. Je savais pas comment vivre en France, parce que moi, j'étais très attachée à ma culture. Et les choses que je vivais en France, ça me parlait pas. Donc, pendant un moment, je me posais plein de questions, et même à un moment donné, je me suis posé la question: est-ce que je suis folle? Parce que c'était vraiment très difficile. Donc un cheminement qui m'a ramené à reprendre mes études, à repasser mon bac, à faire l'université. Donc j'étais diplômée, ça fait pas très longtemps. Et donc tout ça, tout ce questionnement, ce cheminement m'a ramené dans ces centres d'hébergement d'urgence. Tout ça pour revenir, pour faire le parallèle avec Hamid. En fait, récemment, j'ai été confrontée à une situation qui était très difficile dans mon travail. En arrivant dans un centre d'hébergement d'urgence où les femmes isolées avec enfants étaient hébergées, il y avait une femme qui m'attendait, et dès qu'elle m'a vue, elle s'est jetée sur moi pour me faire la bise. Donc je l'ai embrassée, je l'ai accueillie dans sa langue maternelle, qui est l'arabe. Et donc du coup, le travailleurs sociaux, ils ont fait un rapport sur moi, et ça a nécessité toute une réunion. C'est comme si j'avais commis quelque chose de... J'avais pas mis le cadre... Parce qu'elle l'a embrassé. Donc le jour de la réunion, il y avait toute l'équipe. Ça va de la femme de ménage jusqu'à la chef de service. Donc c'était très impressionnant, parce que c'était comme si c'était un lynchage pour moi, c'était un tribunal. On m'a dit, bah voilà, chacun disait quelque chose de moi. Oui, Nassera, elle a embrassé une dame. Nassera, elle a payé le goûter avec sa carte bleue. Nassera, elle a montré les photos de ses enfants aux dames. Des choses comme ça. Et donc, du coup, je ne savais pas du tout comment me justifier. J'ai beau dire que je pratique la clinique interculturelle,
Mais ça n'a pas passé parce que eux, ils sont figés sur le travail d'un psychologue classique. Voilà, tout ça, c'est grâce à une vidéo d'Hamid que j'ai trouvé mes réponses. Je me rappelle, c'est dans cette vidéo, il parlait du cadre interne. Du cadre interne, c'est qu'on est dans l'interculturel, ce que j'ai expliqué ce jour-là aux travailleurs sociaux, dans le sens où le fait qu'elle m'a parlé dans sa langue, qu'elle m'a embrassé, c'était vraiment pour marquer sa présence, pour se rendre légitime dans ces deux cultures. Donc j'ai expliqué, quand j'avais expliqué beaucoup plus tard ce qui s'est passé, pourquoi je travaille ainsi, et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus s'excuser et donc mon travail il est très très valorisé et voilà. Et il t'a embrassé. Voilà. Voilà. Donc Nassera, j'ai dit c'est Nassera, elle a dit non c'est madame, elle n'a pas dit non, elle a dit madame telle, pour dire que je suis... Voilà. Merci Nassera pour ce Attends, je suis en train de parler. Oui, je peux lui dire merci quand même. Ah oui, d'accord, non, c'est le pondérateur, oui. Et voilà, c'est pour me donner quelques défauts, parce qu'on avait tellement encensé, on va dire, voilà, Pas de souci, pas de souci. Laisse-le aller. Sinon, vous allez prendre pour vrai tous les hommages, au mieux... Non, Nassera, c'est une femme extraordinaire, une femme forte. Elle parle comme une étudiante, mais en fait, c'est pas elle. Elle raconte comme ça, mais d'une force incroyable. Et pour répondre à la question de Daniel, ces femmes vraiment qui sont présentes ici, il y a Saliha, il y a Salma bien sûr, Salma, Gloria qui est là-bas, et je ne sais pas s'il y en a deux, enfin, il y en a plein. Et Emmanuel aussi qui est là, mais elles me bouleversent véritablement avec la force qu'elles ont. Ils sont venus de là-bas. Elles ont fondé une famille, elles vont faire des études parfois de psychologie, et elles sont excellentes, elles obtiennent des notes incroyables. Je suis tout le temps bouleversé par la force de ces femmes-là. Bravo à elle. On va donner la parole à Mouloud, sinon il va nous fâcher. Ouais, il va se fâcher. Sinon, En fait, non, je vais être bref et rapide, il n'y a pas de souci. J'ai deux questions. Donc, le problème de l'endogamie, le phénomène de l'endogamie en Algérie en général, et puis en Kabylie notamment, que l'on voit d'il y a des années, voire des siècles peut-être, est-ce que ça relève du culturel, du religieux, qu'apporte le regard d'un ethno-psychiatre? Ma deuxième question, la deuxième, c'est l'exogamie. Ma deuxième question, parce que moi j'aime discuter de la religion et tout ça, notamment l'islam et tout ça, le déisme, l'athéisme et tout ça. Que porte le regard, quel est le regard d'un ethno-psychiatre par rapport à Dieu? Dieu, c'est pas à vous, hein. En général, que pense vraiment lui par rapport à ça? Moi, je suis fasciné par ces questions. Voilà. Donc, et puis là, surtout, la société patriarcale de la Kabylie. Que pensez-vous de ça exactement par rapport à tout ça, avec le religieux, tout ça? Merci tellement. Bon, on va faire l'exception. Question de Staffan. Une dernière question, Staffan. Non, c'est pas fatigué. Bonsoir à tous. Zoula Hamid, Zoula Youssef. يمكن يبغى يقدر هضره شي طرحه فينا اللي يقول ذلك. Sam Zoualout, est-ce que je vais tutoyer Massoumani, tu t'es constitué un jargon spécialisé dans le Gwyneth Khatou. C'est Guillaume. C'est bien, un rose. Non, je le Donc, doit-on continuer à mentir aux enfants quant à la réalité du monde? Le monde aussi délabré que le nôtre. Est-ce qu'il a cassé des choses et des
نقي رقم سكيت بفلسن comme toujours. Je pense qu'il est de notre responsabilité d'être réaliste et honnête avec l'ouvrage. Je dois l'employer, c'est les spécialistes chimiques en particulier, qui est là. Est-ce qu'on transmet bien la responsabilité du monde aux enfants? Merci. Je vais commencer par ta question, elle est plus facile que celle de Mouloud. Mouloud, il y a une divinité parmi nous, là. C'est Ben. Tu l'as pas vu? Il est barbu et tout, comme... Bah oui. Ah ouais. Ouais, quand même. Ouais. Il y a une autre divinité qui se cache, c'est Farid. Lui, il s'est caché pour ne pas poser de questions. Il va poser des questions. Non. Ce que je veux dire par rapport aux enfants, d'abord les enfants, ils perçoivent, quand on dit la réalité du monde, ils perçoivent notre monde intérieur. Ils ont des antennes, ils le captent. Ceux que je les traite, enfin je les maltraite, on fait ce travail, qu'est-ce qu'ils ont capté du monde intérieur de leurs parents. Donc il y a, bien sûr, il y a le monde conscient, ce qu'on transmet de manière consciente et ce qu'on transmet de manière pas consciente qui nous échappe. Mais eux, ils ne perdent pas une miette. Parce que j'ai fait des consultations aussi avec des bébés qui ne parlent pas évidemment, des bébés et des enfants. J'ai fait des consultations dans des PMI avec des collègues pour ces problématiques. Donc l'enfant, avant tout, il capte notre monde intérieur, ce qu'on ne dit pas. Pas forcément ce qu'on dit dans des discours, mais ce qu'on ne dit pas. Il faut veiller, il faut travailler sur soi déjà, être assez présent. La deuxième chose, les enfants, ils captent ce dont ils souffrent. Je me suis rendu compte, comme ça que je l'ai formulé récemment. Eh ben, les parents sont absents. Pas absents physiquement. Imaginez quand vous entrez, vous êtes crevé, vous êtes fatigué, vous allez sur votre ordinateur peut-être. L'enfant, il est là. Lui, son corps demande la présence, son cœur est dans la présence. L'enfant, le bébé, jusqu'à un certain âge, c'est la présence. Si vous ne leur donnez pas de votre présence, de votre temps, et pas forcément les discours ou l'action à chaque fois, on va faire. Le monde d'aujourd'hui, il est plongé dans le faire. On n'a plus des êtres humains, on a des fers humains. Et faire humain, ça donne une pathologie qui a été, Nassera encore toi, qui a été théorisée par l'école psychosomatique de Paris, qui s'appelle la pensée opératoire. Comme par hasard, avec le capitalisme et tout ce que vous savez, les gens sont devenus, c'est le faire. Et ça veut dire que les gens ne parlent que... les gens qui ont une souffrance intérieure, ben, ils appellent ça de l'action, mais c'est du faire pour faire. C'est de l'activisme. Donc cet activisme peut être aussi bien à une échelle personnelle qu'à une échelle collective. On fait pour faire. Donc c'est de ça, ces deux choses-là dont souffrent les enfants. Et ils souffrent aussi d'un manque, on le voit avec l'intégrisme, du manque effectivement de transmission, c'est-à-dire d'attache. De filiation, de transmission, parce que la famille moderne, c'est une famille parent-enfant. Nos familles traditionnelles, c'est des familles c'est des structures qui postulent ascendant-descendant, ancêtre-descendant, et pas parent-enfant. Et les thérapies actuelles ne tiennent pas compte de ça. Quand le père dont j'ai parlé en disant son propre père et puis il est devenu comme fou, ah ben il dit ouais, il a un père, c'est tout, ça s'arrête là. Donc il y a ce problème-là qui est aussi au niveau politique. Moi, si j'étais à ce niveau-là en France, j'aurais donné des visas à tous les grands-parents qui viennent régulièrement voir leurs petits-enfants. Parce que c'est énorme la place d'un grand-père, d'une grand-mère et des ancêtres via des récits, via des contes, etc. Donc après, le monde est dangereux, vous n'allez pas leur rendre le monde dangereux comme ça, de sorte qu'ils soient eux-mêmes pétrifiés, mais leur donner les moyens d'être heureux ici maintenant, et d'être dans la créativité. Par exemple, malheureusement, l'école, elle formate, on ne cherche pas l'enfant qu'est-ce qu'il aime. C'est ce qui se fait en ce moment dans le pays du Nord, Norvège, Finlande, voilà. Et là-bas, la scolarité a été bouleversée complètement. Il n'y a plus de compétition, rivalité, tout ça, on travaille en groupe. Ils enseignent la fameuse empathie, ressentir ce qu'on ressent, le dire, et la coopération pour la recherche.
et la présence au monde, les arts, ce qui n'a rien à voir avec la façon, parce qu'on parle d'éducation des parents, mais aussi cette éducation institutionnelle qui formate et qui ne permet pas de dégager. Ils ont créé, Daniel, une façon pédagogique, si vous avez vu. Ils prennent un objet, un problème, ils vont le décortiquer sous toutes les... Ils ne vont pas matière par matière, ils vont dire on va résoudre ce problème d'un point de vue mathématique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue artistique, etc. Et je trouve ça magnifique, j'aurais voulu naître là-bas, mais on peut toujours renaître, n'est-ce pas? Il veut parler, Damien. Non. Là, c'est pour lui répondre. Vas-y. Alors, vous le dites, et moi alors. Il y a juste cette... Moi, je veux une réponse. Et moi alors. Alors, je veux ma réponse. Le jargon, kabyle. Le jargon. Ah, quand il a dit jargon, c'est le kabyle? Oui, c'est le kabyle. Ah, parce que j'ai pas compris jargon. Non, je reviens sur l'idée de la langue. Si c'est la langue comme un squelette, comme on enseigne là dans certaines associations, ça en kabyle on dit ça, et cuisine on dit ça, et plafond, et chaise, etc. C'est pas ça. Si je devais enseigner la langue d'abord, je l'aurais enseigné sous la forme de mots noyaux. Et j'aurais fait venir Farid et Ben, hein, les mots noyaux. Donc tu postules, tu dis fais ça, allez fais ça. Et là ça va leur parler, parce qu'il y a une philosophie derrière. Mais sinon, quoi, ça, c'est d'une part, il faut leur enseigner les noyaux, les mots-clés qui vont les mener et comprendre ce que font leurs parents. Ah, c'est pour ça que je ne peux pas regarder mon père dans les yeux, etc. Pourquoi ma mère elle disait fais ça ou fais hier, j'avais rien compris, je disais c'est son cœur, c'est ses viscères, je ne sais plus quoi. Là, vous allez les intéresser, les introduire. Je le dis depuis des années dans le monde kabyle, personne ne l'a appliqué. Le deuxième, évidemment, c'est évident, la langue, c'est la langue de l'amour. Si vous parlez la langue des affects, c'est pas la langue opératoire. Quoi ça sert ça? Et quand vous demandez aux enfants, je suis consterné, je suis triste, je suis en colère, je suis... etc. Ça bégaye parce que le lexique, il faudrait un dictionnaire pour les langoustes qui sont là. Enfin, on dit les langoustes, c'est ça? Les gouistes, c'est ça? Pas goustes. Ah, langoustes. Pour les langoustes, il faut faire un dictionnaire kabyle émotionnel. Et Salma va peut-être le faire, on ne sait jamais. Alors, ouais, c'était le jargon. Non. Ah bah, il va rajouter. Mais non, Mouloud, Zaina Moulouda. Zaina Mouloud. Zaina Mouloud, Mouloud. C'est terminé. Hamid, s'il te plaît, en guise d'épilogue, qu'est-ce que tu as à dire? Épilogue. Ah oui, je ne réponds pas à la question de pauvre Mouloud. Si tu peux répondre. Oui, il a dit on va traiter Dieu, etc. Donc d'abord, Dieu c'est une image, chaque culture s'est créée l'image, ça vient du mental, c'est beaucoup d'anthropomorphisme, Dieu comme s'il était une personne, je sais pas quoi, d'abord c'est ça. Il faudrait, après chaque culture structure ça à sa façon, mais Dieu c'est un signifiant troué. Ah oui, il n'y a pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, Izir dit Goulia, Rasekin Hadou Tizri. Aïn Gri, Arid Chouvar, Arid Chouvar, Ouridli. Izir dit Goulia, Rasekin Hadou Tizri. C'est l'absolu, c'est le rien, c'est le tout, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Dieu de Spinoza, c'est beau ça. Ah, voilà, donc c'est ça, c'est cette divinité-là qu'il faut travailler, et puis, bon voilà, Youssef, chers amis, merci beaucoup pour votre participation, votre chaleur. Merci tout le monde. La discussion peut-être continuer autour d'un verre. À la semaine prochaine. Merci.